Bonjour, Patrick Martin-Genier, vous êtes Bonjour. enseignant en droit public à Sciences Po, auteur de l'ouvrage «L'Europe a-t-elle un avenir?» aux éditions Studirama. L'Angleterre, elle a joué un rôle essentiel dans les deux guerres mondiales, à l'origine même de la création de l'Europe. Aujourd'hui, elle tourne le dos à l'Europe. Quelles peuvent être les perspectives pour l'Angleterre? Écoutez, les perspectives sont toujours très incertaines pour la Grande-Bretagne, car vous savez que l'accord de retrait n'est toujours pas finalisé. Y On a-t-il a encore un espoir? Je pense qu'il y a un espoir, oui, parce qu'on réalise aujourd'hui qu'il est très difficile d'envisager qu'il n'y ait pas d'accord. Ce serait un véritable chaos institutionnel, un chaos économique, un chaos social, et par conséquent, on va finaliser. Et précisément, pourquoi a-t-on retardé le Conseil européen qui devait statuer précisément et agréer les accords sur le Brexit? C'est parce que on est en passe d'obtenir un accord. La seule question qui achoppe encore aujourd'hui, c'est la question irlandaise, et par conséquent, on est en train de finaliser cette question, et ce sera d'ailleurs l'un des sujets de cette réunion internationale, même si on est là dans le cadre d'une itinérance mémorielle, on est là pour des commémorations, mais bien évidemment que le Brexit va avoir un rôle Ça essentiel va dans être les entretiens. l'occasion, là, du coup, de faire le point avec la première ministre britannique. Ce Tout à déjeuner fait. de travail, on le voit en compagnie, j'imagine, du maire de la ville d'Albert, Claude Cliquet. Oui. Donc, ce déjeuner de travail va être évidemment consacré au Brexit. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement britannique a fait savoir qu'il ne réglerait même pas la facture du départ, qui est comprise entre 45 et 50 milliards d'euros. Est-ce qu'elle peut mettre cette menace à exécution? Ce serait extrêmement dommageable que ça se règle devant les tribunaux, devant les juridictions. Il y a un article 50 du traité qui prévoit qu'on négocie d'abord les modalités de sortie, et par conséquent, dans ces modalités de sortie, il y a la somme que doit acquitter obligatoirement le Royaume-Uni. Dans le cadre du budget, les engagements budgétaires qu'elle avait souscrits lorsqu'elle était encore membre de l'Union européenne, et par conséquent, ça se chiffre en effet entre 40 et 50 milliards d'euros. Et c'est une position tactique de dire, si je n'obtiens pas un résultat sur les modalités d'association en termes de commerce avec l'Union européenne, je ne paierai même pas cette somme d'argent. Ce serait extrêmement dommageable et regrettable qu'on en arrive là. Je pense qu'on va arriver à un accord, mais effectivement, c'est une part de tactique de la part du Royaume-Uni de dire, si nous n'obtenons pas un accord sur les modalités d'association sur le plan commercial, eh bien, nous ne réglerons même pas la facture de sortie de l'Union européenne. Et l'accord actuel entre les différents États européens face au Brexit va-t-il résister face à une rupture? C'est la grande question. Pour l'instant, il y a encore unanimité, en effet, il y a accord, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a demandé à Michel Barnier, à la Commission européenne, d'être un peu plus souple, notamment sur la question irlandaise. Et il y a quelques jours, il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles on était sur le point de conclure un accord, c'est-à-dire que les modalités de contrôle douanier ne s'effectueraient plus à la frontière irlandaise, mais s'effectueraient directement du lieu à partir duquel sont envoyées les marchandises, à savoir les commerces et les usines. Donc c'est un point qui permettrait C'est de un point clé, résoudre, qui est très un point politique. clé, très politique, qui permettrait de résoudre et de finaliser en effet un accord entre l'Union européenne et le Brexit, sachant que l'unité de façade de l'Union européenne pourrait en effet effectivement être conduite à se scinder en quelque sorte, en compte tenu du fait qu'il y a nécessité d'obtenir absolument un accord. Où va se situer? Alors, on voit l'arrivée, pardon, de Theresa May, je crois. Oui, qui vient d'arriver, voilà, au Voilà. bas de la mairie. Ils vont donc monter les marches. Je crois que le maire a prévu de demander d'ailleurs le maire de la ville d'Albert dans la Somme a prévu de demander à Emmanuel Macron et à Theresa May de laisser une trace de cette rencontre historique dans le livre d'or de la cité. Emmanuel Macron qui a parlé d'une armée européenne. Est-ce que sans l'Angleterre, c'est pas un concept plus qu'une réalité? En effet, la France et le Royaume-Uni sont tous les deux membres permanent du Conseil de sécurité. Ce sont deux puissances nucléaires, donc on ne pourra pas parler de coopération en matière d'armement, en matière européenne sur le plan de l'armée, sans y intégrer le Royaume-Uni. Mais il ne faut pas penser que le Royaume-Uni viendra dans une armée européenne. Ils s'en vont de l'Union européenne. Ce n'est pas pour réintégrer une armée européenne. Et sur ce point, il y a des efforts depuis 2-3 ans pour renforcer la coopération européenne, renforcer la coopération en matière d'industrie de défense. On a créé récemment un fonds européen de défense, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Créer une véritable armée européenne, c'est un peu l'Arlésienne, ça fait 60 ans qu'on en parle, et cette armée n'a toujours pas vu le jour. Mais il est vrai qu'on ne pourra pas parler de coopération en matière d'armement sans y associer étroitement le Royaume-Uni. Si le Brexit se passe mal, ça aura des suites négatives pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe. Quelles peuvent être les conséquences en Europe de l'échec des négociations de sortie?
Des conséquences qui peuvent éventuellement avoir des conséquences sur le plan douanier, hein, naturellement, les taxes que devront acquitter les entreprises de la Grande-Bretagne pour aller en Union européenne, et l'inverse également. Mais cela aura des conséquences très importantes pour le Royaume-Uni, des entreprises qui ne voudront pas payer de taxes, ne voudront pas être imposées. Par conséquent, ce sont des entreprises qui sont prêtes à partir et à déménager leurs sièges sociaux sur le continent pour éviter d'avoir à payer des taxes. En effet, plusieurs banques l'ont annoncé, des entreprises l'ont annoncé, notamment en matière de transport pour les véhicules, et par conséquent, cela aura des conséquences très importantes pour le Royaume-Uni, et également en matière de droits des citoyens du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et vice-versa, puisque je rappellerai qu'il y a environ 300 000 ressortissants français qui vivent au Royaume-Uni, et là, il y a un risque que les droits de ces citoyens ne soient pas respectés autant que les droits des citoyens du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne, on sait, elle a toujours été tiraillée entre le grand frère américain Oui. et le continent. Là, visiblement, le grand frère américain, si on regarde, il est tourné vers l'Asie. Oui, c'est vrai, mais d'une certaine façon, vous savez que le premier voyage qu'a effectué Theresa May, ça a été pour Donald Trump. Donc, comme disait Winston Churchill, entre l'Europe et le grand large, on choisira toujours le grand large. Et c'est toujours, effectivement, une constante de la politique étrangère du Royaume-Uni. Mais il est vrai Même si que... le grand large, je regarde plus trop vers la Grande-Bretagne. Voilà, et il est vrai que les États-Unis aujourd'hui sont bien plus tournés vers l'Asie. D'ailleurs, ça ne date pas uniquement de Donald Trump, mais également de Barack Obama. Et donc, le Royaume-Uni présente un intérêt stratégique moins important aujourd'hui pour les États-Unis que l'Asie du Sud-Est, en effet. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, d'être venu. Merci pour votre décryptage de cette rencontre entre le président de la République et la première ministre britannique.